Bonsoir à tous, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour cette émission. Une émission spéciale puisque je reçois ce soir le préfet de Guadeloupe, Alexandre Rochat, qui est ici pour faire le point, comme à chaque fois, mais aussi pour répondre en dernière partie d'émission à quelques questions. Je vous demanderai d'être court, précis, afin que nous puissions avancer et puis respectueux, bien sûr, je sais que vous l'êtes, mais je le précise, pour que nous puissions avoir une émission de qualité. Merci à vous d'avance. Monsieur le préfet, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir, merci de m'accueillir. Alors, on peut dire que depuis ce matin, on a repris un cours à peu près normal, on va dire, de vie, un confinement qui a un petit peu duré, qui est encore d'actualité, mais un confinement light, on dira. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que le virus tend à partir? Est-ce que le confinement a porté ses fruits? Est-ce que vous pouvez aussi nous avancer quelques chiffres? Alors, pour répondre à votre... Il y a deux questions dans ce que vous me demandez. La première, c'est est-ce que le confinement a porté ses fruits? Oui, ça a fonctionné. Le confinement est, je dois le dire, la manière dont il a été respecté. Parce que c'est bien d'imposer des règles, c'est mon rôle de le faire bien évidemment, mais il y a aussi la façon de le respecter, et les Guadeloupéennes et les Guadeloupéens l'ont respecté, même si ce n'était pas de gaieté de cœur évidemment, même si se restreindre dans ses allées-venues, ne pas pouvoir aller faire ses courses dans les magasins, ne pas pouvoir aller dans les restaurants, tout ça c'est évidemment ce sont des choses qui sont difficiles à faire. En revanche, ça a fonctionné puisque je vous lis quelques chiffres. On avait vous vous souvenez des taux d'incidence, qui est le nombre de cas positifs sur 100 000 habitants. Au maximum de la quatrième vague, on est monté à 2200 de taux d'incidence. Et on est aujourd'hui à 134, entre 133 et 134 de taux d'incidence. Vous voyez la diminution, presque plus de 15 fois moins de baisse. Et ça, c'est notamment parce qu'on a mis en place ce confinement et parce qu'on a arrêté les interactions sociales les uns avec les autres. Et puis, on a appliqué aussi les gestes barrières et la distanciation. Donc ça, c'est pour répondre à votre première question. Oui, ça a fonctionné et oui, ça doit continuer à fonctionner. Pourquoi aujourd'hui, on n'est pas encore dans vous m'avez dit du confinement light. Moi, je parle d'allègement du confinement. On est à peu près sur la même idée. On est encore avec un taux d'incidence élevé. On a encore beaucoup de monde à l'hôpital, même si c'est beaucoup moins, et heureusement que la phase où on était au maximum avec une saturation complète des places à l'hôpital. On a encore plus de 30 personnes qui sont en réanimation Covid. On a des gens qui rentrent en réanimation Covid, donc avec des Covid graves. Oui, bien sûr, qui continuent à rentrer. Il y a eu des entrées cette semaine, pour la semaine écoulée. On a encore des entrées qui arrivent. Il y a un turnover en réanimation. Il y en a de moins en moins, mais il y a toujours un turnover. Donc on a toujours des gens qui rentrent avec de Covid, avec des cas graves. Et on a toujours des clusters. On a un cluster cette semaine qui a été vu à la maison des adolescents. La semaine passée, il y en avait d'autres. On a des clusters à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy. Je rappelle que pour l'hôpital, on a aussi cette compétence et cette responsabilité à Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Donc, en fait, tout ça pour vous dire que le virus est toujours là. Il a baissé et tant mieux. Donc on peut baisser un petit peu la pression du confinement, mais le virus est toujours là. Il y a toujours un réservoir de virus. Il faut donc qu'on continue à faire attention. D'où l'idée de ce confinement un peu allégé qui va durer encore au moins 2 semaines. Et puis ensuite on verra à la fin du mois de septembre comment évolue le virus, comment évoluent les taux d'incidence, la positivité, le nombre de places à l'hôpital, et on verra si on peut aller plus loin. Alors est-ce qu'on peut d'ores et déjà se préparer à une 5e vague? Je ne peux pas répondre comme ça directement. En fait, dans l'état actuel des choses, avec le taux d'immunité collective que nous avons, oui. Voilà, concrètement. Si cette immunité collective n'évolue pas, je pense qu'on peut se préparer à une 5e vague. D'ailleurs, l'Institut Pasteur l'a dit, d'ailleurs les épidémiologistes l'ont dit, au CHU. Enfin, tout le monde est en train de se dire que si on n'a pas une immunité collective qui augmente, qui va au-delà de celle qu'on connaît aujourd'hui, je vais revenir sur la façon de le faire, oui, on peut s'attendre à une 5e vague. Mais je l'avais déjà dit quand on était au cœur de la 4e vague. On peut s'attendre à une 5e vague et on peut s'attendre à une 6e et une 7e si jamais on n'arrive pas à progresser dans cette immunité collective. L'immunité collective, c'est quoi? C'est de se protéger individuellement et collectivement pour éviter de contracter le virus soi-même et de le donner aux autres. On va y arriver d'ici quelques instants. Donc, alors, comment se préparer à cette 5e vague, au-delà de ce que vous venez de dire, puisque aujourd'hui, les Guadeloupéens sont persuadés que ce qui peut poser problème, c'est le fait qu'il y ait des touristes qui rentrent, c'est le fait qu'il y ait des bateaux de croisière qui puissent venir en Guadeloupe. Donc,
la population est persuadée que c'est ce qui peut freiner le virus. Est-ce que vous êtes, vous aussi, convaincu de cela? En fait, le Covid, ce n'est pas une épidémie, c'est une pandémie. Ça veut dire qu'il y en a partout dans le monde. Donc vous pouvez prendre toutes les mesures de fermeture de frontières, de fermeture de lignes maritimes, de fermeture des lignes aériennes. Vous n'empêcherez jamais les échanges, absolument. Et d'ailleurs en Guadeloupe comme ailleurs, même si on fermait l'aéroport et si on fermait les liaisons maritimes, il y a des liaisons qui existent entre les îles, il y a des gens qui peuvent se déplacer facilement. Vous n'arrêterez jamais le flux de personnes. Et donc vous êtes absolument incapable de dire que vous êtes entièrement préservé de la Covid maintenant et pour l'avenir. D'ailleurs, on a un exemple dans la République française, qui est la Nouvelle-Calédonie. Moi, j'invite tout le monde à bien regarder ce qui s'est passé et ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie. La Nouvelle-Calédonie a été préservée de la Covid parce que justement, elle s'est complètement isolée. C'était une stratégie qui avait été mise en place d'une zone sans Covid. Ça a fonctionné jusqu'à il y a quelques semaines où là, le Covid et le variant Delta sont entrés en Nouvelle-Calédonie. Ils sont en situation très compliquée d'un point de vue sanitaire aujourd'hui parce qu'ils n'étaient pas préparés, ce qui est normal. Et donc, la stratégie d'isolement complet a montré ses limites. Et d'ailleurs, j'invite tout le monde à bien regarder ce qui s'est passé en Nouvelle-Calédonie. La stratégie d'isolement complet n'a pas fonctionné. C'est dommage parce que maintenant ils sont confrontés à une vague épidémique importante. Et regardez quelle a été la réaction du gouvernement de Nouvelle-Calédonie. La réaction du gouvernement de Nouvelle-Calédonie, c'est d'imposer la vaccination obligatoire pour tous. Alors justement, les Guadeloupéens, et je dirais beaucoup de Guadeloupéens, pas tous, refusent de se faire vacciner. Est-ce qu'on peut dire qu'ils sont hors la loi ou au-dessus de la loi? Ils sont ni l'un ni l'autre. La loi n'oblige pas à la vaccination de tous. La loi, elle oblige à certaines professions, ou pour exercer certaines professions, d'être vaccinés. Avec, on y reviendra peut-être, avec un délai que nous avons ici en Guadeloupe du fait justement de la gestion de la 4e vague. Mais la loi n'oblige en aucune façon tout le monde à être vacciné. La loi aujourd'hui, elle dit que, s'agissant de la vaccination obligatoire, elle dit que certaines professions, je vais schématiser, mais les professions de santé ou les gens qui sont proches, qui prennent soin de personnes qui peuvent être fragiles et donc qui peuvent avoir, dont le fait d'être positif pourra avoir un effet sur les patients, et à l'inverse, les gens pourraient contracter parce qu'ils soignent ou prennent soin de personnes. Ces professions-là ont une obligation vaccinale qui doit être réalisée pour qu'ils soient aptes à réaliser leur profession. Ce qui est déjà le cas aujourd'hui. Il y a déjà, pour ces professions-là, des vaccins qui sont obligatoires. De la même façon, vous avez des vaccins obligatoires pour vous rendre dans certaines destinations. Ça existe déjà aujourd'hui, mais ça, c'est ce que la loi prévoit. Et ensuite, la loi, elle ne vous oblige pas, vous, à être vacciné pour exercer votre profession ou pour vous déplacer dans la rue ou pour avoir votre activité. Il faut faire attention de ce qu'on dit, c'est très important. La loi oblige à la vaccination pour un certain nombre de professions. Ensuite, la loi prévoit que pour un certain nombre d'activités, vous devez justifier du fait de ne pas être contaminé ou de montrer le fait que vous n'êtes pas contaminé ou contaminant avec le Covid-19. C'est ce qu'on appelle le pass sanitaire. Et pour ce pass sanitaire, il n'y a pas d'obligation d'être vacciné. C'est plus facile d'être vacciné parce qu'on est vacciné et donc on est immunisé pour longtemps. Et donc on peut le prouver, mais vous pouvez aussi continuer à exercer votre activité avec un pass sanitaire qui serait en justifiant d'un test PCR, d'un test antigénique ou d'un autotest fait sous supervision d'un professionnel de santé, ou encore de pouvoir justifier du fait que vous avez été malade du Covid et que vous êtes en rémission. Et donc ça, ce pass sanitaire est octroyé de cette façon-là. Donc vous voyez bien qu'il n'y a pas une obligation de la loi que tout le monde soit vacciné. Il y a certaines professions. Et encore, si on ne veut plus exercer ces professions, on n'a pas besoin d'être vacciné. Donc la loi prévoit. Et ensuite, il y a le pass sanitaire pour un certain nombre d'activités. Mais il n'y a pas d'obligation à être vacciné pour la grande majorité des activités. Alors à 75%, disait le directeur du CHU, Gérard Cotillon, les professionnels du CHU ne sont pas vaccinés, refusent de se faire vacciner. Que dit l'État? Pour l'instant, l'État dit qu'il y a une obligation qui est... on va revenir sur l'importance et pourquoi est-ce qu'il y a de la vaccination pour ce type de profession. Regardez le nombre de clusters qu'il y a eu à l'hôpital ou dans les structures de santé, ou les structures de soins, ou les structures médico-sociales. C'est un endroit où on trouve énormément de virus qui circulent, et ce sont des endroits dans lesquels il y a des proportions à clusters. Je ne dis pas que ce sont les professionnels de santé qui donnent le virus, ou les patients qui le donnent, mais en fait, à la fin, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de clusters. Et la manière d'éviter cela, et notamment d'éviter de contaminer des patients qui viendraient dans les structures de soins, les structures de santé,
alors qu'ils viennent pour une autre pathologie et de contracter le virus de la Covid, c'est de préserver tout le monde et de préserver notamment les professionnels de santé qui sont en contact avec ces gens. Et donc, pour préserver ces gens qui sont en contact avec les gens, comme ça existe déjà pour d'autres maladies, avec d'autres vaccins qui sont déjà obligatoires, il y a une obligation de vacciner parce que ça permet de se protéger soi-même et de protéger les autres. Et c'est ça que dit la loi. D'accord. Alors, c'est vrai que les professionnels disent non, on ne veut pas. Le directeur du CHU dit, mais aujourd'hui, je suis impuissant, je suis hors la loi, c'est vrai, mais je suis impuissant puisqu'il y a plus de 2000 professionnels qui ne sont pas vaccinés. Alors, est-ce qu'on peut dire que là, c'est vraiment une situation où l'État devra faire avec les non-vaccinés professionnels de santé du CHU? Alors, pour l'instant, la situation, elle est telle qu'elle est décrite par Gérard Cotellon à la date d'aujourd'hui. Elle n'est pas à la date à laquelle on va commencer à appliquer les contrôles. Il y a un délai, comme vous le savez, qui a été octroyé du fait de la gestion de la crise sanitaire. Et ensuite, on verra le nombre de personnes qui sont vaccinées ou qui sont rentrées dans le schéma vaccinal. Parce que c'est là où ça va être important. Et quand on mettra en place ces contrôles, on verra avec les directeurs d'établissement comment est-ce qu'on va agir sur les établissements et les faire fonctionner. Mais en tout cas, la loi, elle s'applique en Guadeloupe, comme elle s'applique en Martinique, comme elle s'applique dans la République française. La loi. Et c'est important de faire respecter la loi. Il en va de la santé de tout le monde. Ça fait beaucoup de personnes quand même. C'est pour ça qu'on a laissé encore un petit peu de délai pour que justement il y ait un travail pédagogique qui puisse être fait et rappeler l'importance. C'est ce qu'a dit Gérard Cotellon, ça fait partie de ces rappels. Oui. Alors, autre question. Qu'est-ce qui se passe réellement en Guadeloupe? Pourquoi cette défiance vis-à-vis de l'État? Pourquoi est-ce que les Guadeloupéens refusent de se faire vacciner, et notamment les professionnels de santé? Qu'est-ce qui se passe exactement? Qu'est-ce qui s'est passé en tout cas? C'est difficile de vous expliquer ce qui s'est passé. En revanche, on ne peut pas dire que tout le monde refuse la vaccination et que tout le monde n'est pas vacciné. Il y a des professions dans lesquelles le niveau de vaccination est important, notamment certains professionnels de santé, la médecine de ville par exemple, où les gens sont plus vaccinés qu'à l'hôpital. Les médecins sont vaccinés à plus de 70%, en tout cas c'est les derniers chiffres que nous avons. Et puis la population de façon générale, aujourd'hui, on a un taux de première dose qui est autour de 42% pour les plus de 18 ans. Donc on voit qu'il n'y a pas un refus global de la vaccination, et la vaccination continue, les gens continuent à se faire vacciner. Donc on obtiendra sous peu les 50% de première dose qui ont été, enfin, une population qui est couverte par une première dose. Donc ça veut dire qu'on progresse aussi sur la vaccination. Je pense qu'il y a un sujet d'explication. Et d'ailleurs, je pense que aujourd'hui, l'endroit où on vaccine le plus, c'est en médecine de ville, c'est-à-dire chez les médecins traitants. Parce que je pense qu'il y a un besoin et d'ailleurs j'invite moi tous ceux qui s'interrogent, parce qu'il n'y a pas que des gens qui refusent la vaccination, il y a beaucoup de gens qui s'interrogent sur la vaccination et qui donc ont besoin d'avoir des explications et ont besoin d'être confortés dans un certain nombre de sujets. Je le sais très bien, les gens avec lesquels je travaille à la préfecture, ça fait partie des gens avec lesquels j'ai beaucoup de discussions sur le sujet. Donc je sais très bien quels sont les arguments et les besoins de les conforter ou pas. Et la personne qui est le mieux à même de le faire, c'est le pharmacien, c'est l'infirmière, l'infirmier, et c'est le médecin traitant. Et on a énormément de vaccinations qui se passent dans les cabinets des médecins traitants aujourd'hui. Alors souvent, on voit passer sur les réseaux sociaux des vidéos disant que les professionnels de santé ne font pas confiance aux vaccins. On parle souvent du CHU. Alors comment restaurer la confiance au sein de la population lorsque des professionnels de santé disent « nous, on n'en veut pas de ce vaccin ». Alors, pour un ou deux professionnels de santé qui témoignent sur les réseaux sociaux, vous en avez combien qui, eux, sont vaccinés, font confiance à la vaccination et continuent à exercer leur profession? En fait, c'est le miroir très déformant des réseaux sociaux. Vous avez un témoignage dont en général, on a du mal à vérifier la véracité, et ce témoignage devient viral, et donc il est diffusé par tout le monde, et il devient vérité pour beaucoup de personnes. Je pense qu'il faut appeler chacun à bien se renseigner par soi-même, et pas avoir des renseignements qui viennent par les réseaux sociaux et par des gens dont c'est l'intérêt de mettre en doute la parole des scientifiques, de mettre en doute un certain nombre de préconisations, de mettre en doute des vérités scientifiques qui ont été données et qui sont vérifiées au niveau international. Il y a des gens dont c'est l'intérêt aujourd'hui. Comment faire le tri là-dedans? Eh bien, c'est un tri qui doit être tout à fait personnel, et donc aller voir son médecin traitant en qui on a confiance, ça fait partie d'une possibilité de faire ce tri.
Donc la notion de confiance, Oui, c'est ce c'est extrêmement qui important. pose problème aujourd'hui, cette notion de confiance. Maintenant, on voit que la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane sont dans la même situation. Est-ce qu'il va falloir arriver à des dérogations par territoire? Est-ce qu'il va falloir passer par là? Non, il n'y a pas de. Enfin, la seule dérogation qui peut être octroyée, c'est pour du temps où on doit gérer la quatrième vague aujourd'hui, parce qu'on a une mobilisation très forte de tout le système de santé, et donc on ne peut pas se permettre d'avoir une déstabilisation. Donc voilà le seule dérogation qu'il y a, c'est une dérogation sur les contrôles de cette obligation vaccinale. Mais enfin, il ne faut pas oublier quel est l'objectif. L'objectif à la fin de cette vaccination, c'est bien de protéger tout le monde et que tout le monde soit protégé quand il va aller à l'hôpital. Alors maintenant, est-ce qu'aujourd'hui on se trouve dans une impasse? Est-ce qu'aujourd'hui il n'y a plus personne qui peut convaincre? Est-ce que vous avez été, vous, puisque vous êtes venu plusieurs fois sur ce plateau, vous êtes exprimé sur d'autres médias, est-ce que on peut dire que vous n'avez pas été suffisamment soutenu par les élus, par les décideurs politiques? On essaye de comprendre ce qui coince et pourquoi aujourd'hui les anti-vax ont une tribune, on va dire, mieux entendue que les pro-vax. Alors, il est toujours plus facile d'avoir une tribune quand on est contre quelque chose que quand on est pour quelque chose. C'est une vieille tradition dans les débats publics. Et puis surtout, mettre en avant un certain nombre de contre-vérités dont on n'a pas besoin de vérifier quoi que ce soit, c'est beaucoup plus simple. Il y a beaucoup d'exemples d'informations qui ont été diffusées par les réseaux sociaux par des antivax au niveau métropolitain qui en fait se sont évidemment avérés être complètement faux. Mais peu importe. C'est beaucoup plus facile de lancer comme ça en pâture des contre-vérités. En revanche, quand nous décidons de donner de l'information, quand je dis nous, c'est l'État, l'ARS, les élus, les responsables, on fait très attention à ce qu'on dit, à ce qu'on écrit, et on fait vérifier les choses, et on n'annonce pas de chiffres qui soient complètement farfelus ou qui ne soient pas vérifiés. Et donc il y a une sorte de déséquilibre entre la possibilité d'argumenter d'un côté comme de l'autre. Mais pour revenir sur le sujet du soutien ici, je pense que le soutien ici, il est établi. Enfin, la plupart des élus guadeloupéens ont pris maintenant position assez claire sur le sujet de la vaccination. D'ailleurs, les moyens de la région et du département sont pleinement mobilisés pour aider à la création et à l'ouverture de centres de vaccination. Le Vélodrome a ouvert comme centre de vaccination il y a assez peu. Il y a le bus de la région qui permet d'aller vers les gens et de faire vacciner. Il y a beaucoup de communication qui a été faite par le conseil départemental. Donc maintenant il y a un front assez uni sur le sujet de la vaccination. Je pense que tout le monde a compris quel était l'enjeu. Et l'enjeu il est pas la quatrième vague. L'enjeu, il est dans le temps à venir. Il est dans les mois qui viennent concrètement. Est-ce qu'on a envie, dans un mois ou dans 2 mois, d'être à nouveau dans une situation où il faudra réaugmenter le nombre de lits à l'hôpital, il faudra passer en deuxième priorité des pathologies qui seraient moins graves que le Covid parce qu'on n'aura pas la capacité de pouvoir les traiter? Est-ce que dans 2 mois, il faut qu'on décide de fermer à nouveau les commerces, les restaurants, les bars? Est-ce que dans 2 mois, il faut qu'on arrête l'école? Enfin voilà, c'est ça les enjeux que nous avons aujourd'hui, concrètement. Regardez ce qui s'est passé en métropole. En métropole, au début de l'été, il y a eu une augmentation du nombre de cas Covid avec le Delta variant qui est arrivé. D'ailleurs, les gens se sont dit qu'on allait rentrer dans une quatrième vague en métropole. Souvenez-vous, souvenez-vous du mois de juillet, on est monté avec des taux d'incidence qui dépassaient les 200. Ça ne s'était jamais vu depuis la fin du confinement dans l'Hexagone. Et puis, là, on est aujourd'hui avec des taux d'incidence qui sont autour de 50. Il n'y a eu aucune mesure de restriction qui ont été prises dans l'Hexagone, alors que c'était les vacances, alors qu'il y a eu des mouvements de population importants et alors que la rentrée vient de se passer. Et tout ça a descendu tout simplement parce que le virus, au début, il est allé attaquer la population qui n'était pas protégée, qui n'était pas vaccinée, d'où l'augmentation des taux d'incidence. Et ensuite, ce virus est allé se confronter à la population qui était protégée, qui était vaccinée. Les gens ont pu être atteints par le Covid mais n'ont pas développé de forme grave. Et petit à petit, il n'y a pas eu de contamination qui a augmenté. Et donc aujourd'hui, sans confinement, sans couvre-feu, la métropole est revenue à un taux d'incidence qui est très bas. Et d'ailleurs, à tel point que le président évoque des évolutions potentielles sur la protection à venir. Alors c'est vrai que c'est très difficile pour les élus de faire la promotion de la vaccination, puisque, comme
moi-même, hein, vous voyez, vous entendez ce qui se dit, vous êtes en train de tuer les Guadeloupéens, c'est de votre faute, etc. Est-ce que aujourd'hui nos élus sont très à l'aise par rapport à ce sujet de vaccination? Je pense que c'est plutôt à eux qu'il faut le demander plus qu'à moi. Moi, je les vois en soutien, en tout cas, dans toutes les actions que nous conduisons. Vous discutez avec eux? Bien sûr, on travaille avec eux. Oui. Et ils sont, bien sûr, ils sont à l'aise avec l'importance d'être vaccinés pour se protéger et pour protéger les autres, pour éviter d'avoir demain une 5e ou une 6e ou une 7e vague. Alors une petite question plus ou moins personnelle, puisque vous avez aussi entendu dire qu'il fallait que vous puissiez quitter la Guadeloupe, Madame Denuc, c'est aussi la rectrice. Alors, qu'est-ce que cela a suscité chez vous? Il y a une expression que j'aime beaucoup, alors elle est un peu imagée quand on est en Guadeloupe, et je pense que tout le monde comprendra, c'est qu'il faut que ce genre de choses glissent comme la pluie sur le duvet du canard. Tu vois, si vous voyez, les plumes du canard en fait sont faites de telle façon que les gouttes de pluie passent sur le duvet et en fait ne mouillent pas à l'intérieur. On est quand même oui, bien sûr, mais voilà, donc, ça fait partie des choses. Alors, ça m'a touché. Mais voilà, mais c'est passé. Ça m'a touché parce que c'est profondément injuste, c'est profondément injurieux, c'est profondément infamant. Et donc ça, en revanche, là, ces choses qui ont été dites, clairement, j'ai saisi la justice. Voilà. Donc ça m'a touché en ce sens-là parce qu'on ne peut pas dire des choses pareilles, on ne peut pas accuser à tort, on ne peut pas faire circuler de la fausse information. Et ça, j'ai saisi la justice et donc il y aura des enquêtes qui seront diligentées, je l'espère, assez vite. Mais en revanche, sur le reste, eh bien, si on veut que je parte de Guadeloupe, je partirai de Guadeloupe, mais ce n'est pas les gens qui l'ont demandé qui l'obtiendront, ce sera le président de la République. Vous avez quand même le sentiment d'avoir fait au mieux au niveau de la gestion de cette crise? Mais sinon, je ne serais pas là. Sinon, je serais parti de moi-même. Si je considérais aujourd'hui que je n'ai pas pu mettre en œuvre tout ce qui était en ma main pour éviter que cette 4e vague ne soit pire que ce qu'on a connu aujourd'hui, oui, je serais déjà parti. Mais c'est moi qui l'aurais choisi. Comment va se terminer ce bras de fer avec l'État? Est-ce qu'on peut le dire aujourd'hui? Ou est-ce que c'est une grande inconnue? Est-ce qu'on parle de bras de fer ou est-ce qu'on n'est pas en train justement d'imaginer qu'il y a un bras de fer qui est en train de se mettre en place avec certaines personnes qui ont l'intention et qui en ont besoin pour exister politiquement? Parce qu'en fait, c'est ça aussi. C'est ça qu'il faut regarder. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas on n'a pas basculé dans un sujet qui n'est pas un sujet sanitaire et qui n'est pas un sujet de vaccination, mais qui est un sujet politique, avec une volonté politiquement de récupérer un certain nombre d'oppositions et de focaliser les oppositions sur ce sujet de la vaccination, qui est à mon avis un sujet qui mérite autre chose, celui de la vaccination et celui de la santé. Y a-t-il une autre voie que celle de la vaccination? Aujourd'hui, quand on regarde la façon dont la gestion de la crise Covid est faite dans le monde, je le rappelle, c'est une pandémie, donc on n'est pas les seuls concernés. On a maintenant énormément d'observations qui sont potentielles. Vous avez deux stratégies pour éviter la Covid-19. Soit c'est la stratégie de l'isolement, c'est-à-dire que vous vous isolez de l'extérieur, vous vous isolez les uns des autres, vous évitez les interactions entre vous. Je vous invite à voir ce qui se passe dans certains pays comme Singapour par exemple, qui est assez préservé du virus. Enfin, je ne sais pas si tout le monde a envie de vivre comme on vit à Singapour aujourd'hui. C'est un choix. Ça, c'est la première technique. La deuxième, si vous voulez quand même avoir des interactions sociales, si vous voulez quand même avoir une vie de société, si vous voulez avoir quand même du vivre ensemble, eh bien, il faut trouver les moyens de se préserver, de se protéger et d'éviter de revenir dans des cycles où on va être obligé de s'isoler et de se confiner. Et le seul moyen, c'est de se protéger aujourd'hui. Et de se protéger aujourd'hui, c'est de se faire vacciner. Aujourd'hui, il n'y a pas de médicaments qui soignent de la Covid-19. Alors c'est ce qui circule. Où sont les médicaments qui bien. devraient soigner les Guadeloupéens? L'État ne met pas à disposition volontairement pour faire la promotion de la vaccination. Est-ce qu'on peut dire toute la vérité sur ce problème de médicaments qui devraient être mis à disposition pour soigner les Guadeloupéens? Moi, je ne suis pas médecin. Je vous invite à interroger les médecins qui pourront vous le dire mieux que moi. Et je crois qu'il y a beaucoup de médecins guadeloupéens qui sont intervenus sur le sujet, à commencer par des médecins du CHU de Guadeloupe, mais aussi des spécialistes et des chefs de service qui sont guadeloupéens d'origine et qui servent aujourd'hui dans les hôpitaux de métropole. Et qui ont bien expliqué et donc moi je me fais juste leur porte-parole, qui ont bien expliqué qu'il n'y avait pas de médicaments qui soignaient,
mis à part les anticorps monoclonaux, qui sont un sujet très particulier et qui sont mis en place en Guadeloupe et qui l'ont été d'ailleurs parmi les premiers départements dans lesquels ça a été mis en place, la Guadeloupe en faisait partie, mais dans un protocole qui est très particulier, avec un temps dans lequel on peut administrer ces médicaments qui est très spécifique et puis qui ne va pas sur tous les cas, enfin ne permet pas de guérir tous les cas. En revanche, en dehors de ce traitement-là, il n'y a pas de traitement qui fonctionne et qui a montré scientifiquement qu'il fonctionnait. Donc aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on ne met pas à disposition tous les médicaments qui permettent de soigner, parce qu'il n'y en a pas. Il n'y a pas de médicaments qui permettent de soigner aujourd'hui. En tout cas, qui ont prouvé scientifiquement qu'ils permettaient de soigner. Alors, lorsqu'on voit qu'il y a eu des soignants qui sont venus ici pour aider, qui ont eu à dire certaines choses concernant le CHU, concernant la manière de soigner les Guadeloupéens, est-ce qu'on peut dire que ces personnes ont fait plus de mal que de bien à la Guadeloupe? Je pense qu'il y a un ou deux témoignages qui, à mon avis, se sont faits sous le coup de l'émotion pour ces gens, qui ont découvert en venant en Guadeloupe ce qu'était une quatrième vague monumentale. Enfin, rappelez-vous, et on peut reparler des cours, mais du nombre de personnes qui ont été hospitalisées, du fait qu'il a fallu passer d'un nombre de lits de réanimation à 10 fois plus, dans la même structure de soins, d'un nombre de lits en réanimation et un nombre de lits en médecine, de pouvoir travailler sur toutes les structures hospitalières, le CHBT, la clinique des eaux claires, la polyclinique, toutes les autres cliniques et tous les établissements de soins dans lesquels on a mis en priorité et on a soigné du Covid dans un espace qui est restreint, avec des moyens matériels qui étaient restreints, qui sont allés en s'améliorant, mais au début, évidemment, on était en gestion de crise majeure. Alors maintenant, on peut dire que les choses se poursuivent. Il y a une date butoir, c'est laquelle pour nous, en Guadeloupe, concernant la vaccination? En fait, la prochaine, on parlait de la vaccination. Le 15, la vaccination pour obligatoire. Les soignants. Non. Oui. Quand nous serons entrés dans une phase de déconfinement, l'ARS donnera la date à partir de laquelle les contrôles vont pouvoir se mettre en place. Ouais. Maintenant, monsieur le préfet, donc il faut quand même que la vie puisse reprendre. Il y a eu cette rentrée scolaire. Alors, comment ça s'est passé? Alors, la rentrée scolaire, depuis le 13 septembre, c'est une rentrée qui est très particulière, comme vous le savez. Et tous les parents d'élèves le savent. C'est une rentrée qui, en fait, ne s'est pas mise en place de façon physique. Puis qui se fait progressivement. Et qui va se faire progressivement, mais surtout, elle s'est fait en distanciel. Donc, les enseignants sont rentrés et ils ont pris contact avec leurs élèves par petits groupes, voire de façon individuelle, pour que les élèves aient bien la conscience que la rentrée scolaire avait lieu et que l'école commençait. Et donc, ça, c'était la première semaine. Cette semaine, la semaine qui est en train de se passer, était une semaine qui privilégiait les cours en distanciel, la remise de devoirs, etc. Et à partir de lundi, comme Madame la rectrice l'a annoncé, on va rentrer dans une phase de rentrée qui va être plus présentielle, notamment en appliquant un protocole de l'éducation nationale, d'ailleurs, qui va être celui qui va être appliqué en Martinique aussi, celui qui est appliqué en métropole dans les zones dans lesquelles il y avait des taux d'incidence qui étaient élevés, et qui est appliqué aussi à La Réunion, qui est ce qu'on appelle le protocole de niveau 4, qui va permettre de faire rentrer dans les écoles le premier degré, donc tout le primaire, et les 6e et les 5e. Et en revanche, pour les niveaux supérieurs, ça va être un système de ce qu'on appelle de l'hybridation, c'est-à-dire par jauge, par demi-jauge dans les établissements, pour éviter qu'il y ait trop de brassage de population. Alors, est-ce qu'on parle de vaccination pour les enfants, puisque c'est ce qui circule aussi? Est-ce que vraiment on en est là? Aujourd'hui, la vaccination, elle est recommandée fortement pour les enfants à partir de 12 ans. Donc de 12 ans jusqu'à l'âge adulte. Et donc recommandée, vous dites? Oui, elle n'est pas obligatoire. Je rappelle que la vaccination est obligatoire. Elle est obligatoire en France du fait de la loi uniquement pour un certain nombre de professions. Elle n'est pas obligatoire pour la population générale. Elle est recommandée parce que c'est ça qui va nous permettre d'avoir une immunité et une protection individuelle et une protection collective. Et donc elle est aussi recommandée très fortement par les médecins pour les enfants de 12 ans et plus. Alors, vous pourrez nous appeler d'ores et déjà pour poser vos questions. Monsieur le préfet, donc une rentrée qui se fera au fur et à mesure. Maintenant, est-ce que vous pouvez rappeler vraiment les contours de ce confinement allégé, ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, qu'est-ce qui a évolué? Alors, je vais essayer d'être très clair.
On est toujours en phase de confinement, ça veut donc dire qu'on a des restrictions dans les allées et venues, dans notre liberté de mouvement pour éviter les interactions sociales, et on a des restrictions dans les activités ou dans les établissements dans lesquels on peut aller. Pour les mouvements, il y a toujours un couvre-feu qui s'opère. Le couvre-feu, simplement, il commence à 20h maintenant, alors qu'il était à 19h avant. Donc de 20h à 5h du matin, vous êtes en couvre-feu. À l'occasion de ce couvre-feu, vous ne pouvez vous déplacer que si vous êtes capable de justifier de votre déplacement, pour motif professionnel, pour motif de santé par exemple, pour motif impérieux. Ensuite, pendant la journée, vous pouvez vous déplacer dans un cercle de 10 km autour de votre domicile. Il faut toujours avoir un justificatif pour expliquer où vous habitez et avoir des occupations quasiment normales dans ce cercle de 10 km. Et là encore, c'est pour éviter qu'il y ait trop d'interactions importantes qui s'établissent. Et puis pour aller au-delà du cercle de 10 km, c'était 5 km avant, jusqu'à hier. Au-delà du cercle de 10 km, vous devez pouvoir justifier de votre déplacement. Une activité professionnelle est une justification possible de ce déplacement. Ça, c'est pour les allées et venues. Il y a des restrictions sur un certain nombre de lieux et d'endroits dans lesquels on peut aller, notamment sur les plages. Les plages étaient ouvertes jusqu'à hier seulement le matin, de 5h à 11h. Elles sont ouvertes aussi, donc de 5h à 11h toujours, et elles sont ouvertes aussi l'après-midi de 15h à 18h, pour permettre d'avoir plus de personnes qui peuvent profiter de ces plages. Alors, est-ce que les maires peuvent moduler? Les maires peuvent toujours avoir un élément plus restrictif. Pour l'instant, j'ai pas eu de demande, enfin ils n'ont pas en tout cas formulé de demande en ce sens. On ne peut toujours pas être plus de 6 sur la voie publique quand on se réunit ou quand on fait des activités. Ça, c'est toujours pareil pour éviter les interactions entre les gens. Donc ça, c'est pour la partie des déplacements. Ensuite, pour les activités auxquelles on peut prendre part ou les établissements dans lesquels on peut aller, depuis ce matin, les commerces sont à nouveau ouverts. Vous savez qu'on avait fermé pendant le confinement les commerces non indispensables et donc tous ceux qui n'étaient pas notamment alimentaires. Aujourd'hui, tous les commerces peuvent réouvrir. Donc, donc ces commerces ont pu réouvrir depuis ce matin avec des conditions de protocole et donc notamment d'espace disponible pour chaque client à l'intérieur des boutiques ou des magasins. Ensuite, tous les autres établissements sont toujours fermés administrativement. Je pense aux établissements recevant du public, les salles des fêtes, les salles polyvalentes, mais aussi les restaurants, mais aussi les bars et les discothèques. Les salles de sport. Les salles de sport, tout ça est fermé administrativement, sauf pour un certain nombre d'établissements qui en ont fait la demande et qui ont proposé d'ouvrir en respectant le pass sanitaire. Et donc, on a autorisé par arrêté qui a été publié ce matin, hier après-midi, pardon, et qui sera adapté parce qu'il y a un certain nombre d'établissements qu'on a pu rattraper, qui avaient fait des demandes qu'on a pu rattraper, on modifiera cet arrêté. Donc, ils sont des établissements qui sont autorisés à ouvrir en appliquant le pass sanitaire au premier client. Il y a un certain nombre de restaurants, il y en a 58 dans la liste qu'on a publiée, qui sont réouverts depuis aujourd'hui. Simplement, pour venir consommer, il faut montrer donc son pass sanitaire, soit la vaccination, soit les tests PCR, soit encore la rémission de la maladie. Donc voilà les activités dans lesquelles on peut prendre part. Toutes les autres activités sont encore fermées, c'est pour ça qu'on est toujours en confinement. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on veille encore à éviter les interactions trop importantes entre nous. Et puis la dernière activité qui est autorisée, une fédération de sport avec laquelle on a beaucoup travaillé avant le confinement et on a continué à travailler pendant le confinement, nous a proposé d'expérimenter ou de tester des manifestations sportives sur la voie publique à huis clos, donc c'est-à-dire sans spectateurs, et en appliquant le pass sanitaire pour les participants. C'est la fédération de cyclisme qui va pouvoir organiser des courses cyclistes à compter de ce week-end. Voilà. Alors organiser, donc pas de foule. Pas de spectateurs. Comment assister à... Ça sera grâce à vous et vos images, notamment, auxquelles les gens pourront assister. Mais ce qui est important, c'est que la course puisse avoir lieu, ce qui veut dire que les compétiteurs peuvent prendre part à cette course parce qu'on sait très bien qu'ils ont besoin de s'entraîner, ils ont besoin de participer à des compétitions. Ici en Guadeloupe, le cycliste est très important et surtout, ce qui est important, c'est d'être sur le bord des routes pour applaudir. Ce qui est important pour l'instant, c'est que les cyclistes puissent se rouler et faire des compétitions. Et c'est avec M. Théobald, on a beaucoup travaillé sur le sujet et c'est vraiment son option et je la défends et je la soutiens, qui est de dire organisons des compétitions, montrons qu'on peut organiser des compétitions avec le pass sanitaire, à huis clos pour l'instant, sans spectateurs. Mais peut-être que si ça fonctionne, on sera capable de mettre des spectateurs à l'arrivée et au départ avec du pass sanitaire. Mais pour l'instant, c'est sans spectateurs. Voilà, nous poursuivrons d'ici quelques instants, puisqu'il faudra dire quelques mots aussi sur la sécurité routière. Là, on se rend compte qu'il y a vraiment une hécatombe et voir encore une fois avec vous ce qu'il faut faire réellement pour pallier à tout cela. Nous avons des appels de téléspectateurs, donc nous prenons
d'ores et déjà un appel. Bonsoir, nous vous écoutons. Allez-y. Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir, j'appelle de Sainte-Anne. Oui. Alors, c'est la première fois que je parle pour un chef d'État. Je suis un peu surpris d'avoir appelé déjà. Et je félicite monsieur le préfet et je lui dis, je tire mon chapeau parce qu'il a une grande sagesse et respect pour le peuple guadeloupéen, parce que le président avait dit dans ses propos, quand vous lui avez posé la question qu'est-ce qu'il en pense des propos qu'il entend, le président avait dit que les chiens aboient à caravane passe. Là, je lui tire mon chapeau puisque il est très lucide et il connaît on maîtrise bien ses propos. Donc voilà, et ce que je voulais dire, c'est que bon, sur tous nos routes, je vois qu'on était confinés ou en demi-confinement. Moi, c'est comme si la vie sur les routes, j'ai pas vu grand-chose au niveau confinement, restriction, tout ça, comme s'il n'y avait rien du tout. Et concernant le communiqué de presse qu'ils ont fait aujourd'hui là, fait 2 ou 3 fois les communiqués de presse, il n'y a aucune question par les médias ou par les politiciens qui ne comprennent rien du tout. Il n'y a jamais de question, il y a tellement de choses à dire et qu'il n'y a jamais de question. Et concernant le virus, je voudrais savoir, quand on est vacciné, est-ce qu'on doit participer, on fait partie aussi des restrictions de confinement. Alors, je ne comprends pas du tout. Est-ce que je dois me faire vacciner pour avoir aussi les restrictions au niveau du confinement? Et bientôt, il va y avoir, il y a pas mal de questions, bientôt, il va y avoir un bateau bombé le monde. Et je voudrais savoir comment ça va être géré. Est-ce qu'on va retourner encore comme quand c'est l'été, les vacances de neige, tout ça, tout le monde débarque et puis on repart encore. On parle déjà 4e vague, mais je pense qu'on va arriver à une dizaine de vagues et de confinement sans cesse. Et quand est-ce qu'on va arrêter tout ça ou qu'est-ce qu'il faudrait faire exactement? Voilà. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Merci, voilà. monsieur. Beaucoup de questions. Oui, il y a beaucoup de questions. Je vais essayer de répondre à toutes vos questions. Merci d'ailleurs de ce que vous avez dit en introduction des questions que vous avez posées. Le confinement, alors évidemment, on n'a pas fait un confinement comme il avait été établi en mars 2020, dans lequel on n'avait aucun mouvement et aucune restriction, aucune circulation. Donc on a mis en place un confinement, j'en avais beaucoup parlé avec les élus, je sais que j'ai eu beaucoup de questions sur le sujet, qui était un confinement dans lequel on avait quand même un minimum d'activité, y compris quand le confinement était strict. Et notamment parce qu'il y avait des activités professionnelles qui pouvaient s'établir, ce qui explique un certain nombre de circulations. Mais concrètement, quand on regarde les chiffres de la 4e vague, au moment du pic de la 4e vague et les chiffres aujourd'hui, on voit bien que la mise en œuvre de ce confinement, et encore, je le répète parce que c'est extrêmement important, c'est pas seulement le confinement, c'est aussi la manière dont il a été respecté par les gens et qu'il a été compris à la fois dans les règles qui étaient obligatoires, mais aussi parce que les gens, je pense, j'en suis intimement persuadé, ont compris qu'il y avait un sujet d'interaction sociale, il y avait un sujet de protection individuelle, il y avait un sujet de protection des autres, et tout ça a fait qu'on a réussi à baisser la pression de l'épidémie, même si tout n'est pas encore réglé aujourd'hui, comme je l'ai déjà mentionné. Pour revenir sur votre deuxième question sur la vaccination et le confinement, eh bien moi aussi je rêve d'un temps où quand on est vacciné, on n'a pas besoin d'être confiné. D'ailleurs, il y a des modèles qui existent dans ce domaine. Il suffit de regarder ce qui se passe dans l'Hexagone aujourd'hui. Il n'y a plus de confinement parce que les gens sont vaccinés. Donc la difficulté, c'est qu'aujourd'hui, en Guadeloupe, comme je l'ai dit, le schéma vaccinal complet, c'est autour de 30% de la population. Donc ça veut dire qu'on n'a que 30% de la population qui est vaccinée et qui est protégée intégralement et qui protège les autres. Il faut qu'on progresse dans cette vaccination pour qu'à la fin, la majorité l'emporte et que donc on n'ait plus besoin de confiner et que justement la majorité permette de se protéger. Sur les croisières et sur la venue de l'extérieur, j'ai déjà donné quelques éléments tout à l'heure. Le Covid-19, c'est une pandémie. Donc il est impossible d'ériger un mur autour de la Guadeloupe pour éviter que le virus n'arrive. Et donc, vous ne pourrez jamais vous en protéger en évitant qu'il y ait des contacts avec l'extérieur. En revanche, il faut tout mettre en œuvre pour que
les contaminations ne viennent pas de l'extérieur, on n'augmente pas le taux de contamination. Pour l'instant, il n'y a pas de bateaux de croisière qui sont prévus d'arriver en Guadeloupe, concrètement. Il n'y en a pas. Pour l'instant, il n'y en a pas. On est en train de travailler, on a des demandes. Il y a des demandes assez importantes de la part des croisiéristes, de la part des gens qui veulent venir visiter la Guadeloupe, concrètement. Mais pour l'instant, il n'y en a pas. Et s'il devait y en avoir, il y a des protocoles qui existent et qui ont été mis en place en métropole avec le pass sanitaire obligatoire sur les bateaux. C'est-à-dire qu'on ne vous montez pas sur un bateau de croisière. C'était le cas, ça a été le cas en Méditerranée et ça a fonctionné puisqu'il n'y a pas eu de contamination ou de clusters qui ont été vus sur ces bateaux de croisière. Et donc le pass sanitaire est obligatoire pour tous les gens qui sont sur le bateau, qu'ils soient des clients comme les membres d'équipage ou les gens qui accompagnent les croisiéristes. Mais pour l'instant, on n'a pas de programmation d'arrivée de croisière en Guadeloupe. C'est beaucoup trop tôt pour l'imaginer. On est encore en plein dans la quatrième vague. C'est imminent, il y a déjà sûr. des prévisions. Il y a des gens qui espèrent et qui auraient intérêt à le faire, bien sûr. Mais pour l'instant, moi, ce que je vous dis, c'est qu'il n'y a que des discussions qui sont en cours. Il n'y a aucune date et il n'y a aucune décision qui a été prise sur le sujet. Autre appel, bonsoir, nous vous écoutons. Oui, bonsoir. Allez-y, madame. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur le préfet. Je n'ai Bonsoir, pas madame. de question à poser à monsieur le préfet. Je veux juste le féliciter parce que je trouve que c'est un homme qui reste calme et qui garde son sang-froid et qui ne dit pas n'importe quoi et je l'apprécie beaucoup et je voulais juste le féliciter. Donc, j'ai quand même une petite question. Pourquoi il n'y a pas plus de contrôle sur les routes? Pourquoi il n'y a pas de contrôle un peu plus rigoureux? Et je pense que si on verbalisait plus les gens auraient compris qu'il faut rester quelque part et ne pas semer le virus partout comme ça. En tous les cas, monsieur le président, je vous félicite, vous êtes courageux et je vous dis de tenir bon. Merci, madame. C'est tout ce que je voulais dire à monsieur le président. Merci, madame. Merci beaucoup, madame. Sur les contrôles, il y a beaucoup de contrôles qui sont mis en œuvre. On peut toujours en faire plus, évidemment. On a beaucoup contrôlé notamment le couvre-feu, qui est pour moi un élément qui est extrêmement important en termes de respect, parce que c'est ça qui évite qu'il y ait des fêtes qui s'établissent, qu'il y ait des interactions de la nuit qui sont celles qui sont les moins maîtrisables. Et donc on a beaucoup de contrôles. Il y a de la verbalisation. Il y a des gens qui ont eu pas mal de PV qui ont été dressés. Et d'ailleurs, ce week-end, j'ai demandé aux forces de l'ordre de se concentrer à nouveau sur les déplacements et sur les lieux potentiels de rassemblement pour justement bien montrer qu'on est toujours en confinement et que nous ne sommes pas encore complètement sortis d'affaire. Nous récupérons un autre appel et puis nous passerons à cette question de la sécurité routière. Bonsoir, nous vous écoutons. Allez-y. Allô? Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir. Je voudrais poser une question à monsieur le préfet avec tout le respect que je lui dois. Allez-y. C'est-à-dire, je lui demanderai simplement, parce qu'il a entendu comme tout le monde sur le plan européen, l'ancien président, vice-président du groupe consultatif européen d'experts en vaccination de l'Organisation mondiale de la santé, le professeur Christian Perron. Qu'est-ce que vous en pensez de ça, monsieur? Merci. Je n'ai pas entendu ce qu'a dit M. Perron, je suis désolé. Est-ce que vous pouvez me le dire? Alors, est-ce qu'on a encore ce téléspectateur en ligne? Non. Nous aurons le temps de récupérer un dernier appel. Et juste avant, donc la sécurité routière. Alors, quand on regarde le nombre d'accidents sur les routes, le nombre de décès, est-ce qu'on peut dire que c'est une fatalité et qu'on ne peut rien faire? Non, moi je ne peux pas me dire que c'est une fatalité. Je peux me dire qu'il y a beaucoup de travail à faire. Il y a un énorme travail vous savez, la sécurité routière, c'est comme toutes les politiques de prévention et de sensibilisation. Ça existe aussi en santé publique. Il y a toujours deux volets. Il y a un volet de prévention, de sensibilisation, de préparation des consciences. Et puis il y a un volet de contrôle et de répression. Et il faut qu'on travaille sur les deux sujets. Ce matin même, j'avais une réunion d'ailleurs sur ce qu'on appelle l'état-major de sécurité, en fait, qui réunit les forces de police, le parquet des deux tribunaux et le parquet général, et puis d'autres interlocuteurs. Et un des sujets majeurs que nous avions à traiter, c'était le sujet de ce qu'on appelle l'insécurité routière, c'est-à-dire ce qu'on voit ici et ce qu'on connaît sur les routes de Guadeloupe depuis quelques années. En fait, à la différence de ce qui s'est passé dans tous les pays dans lesquels on a confiné, en Guadeloupe, on a augmenté le nombre d'accidents et on a augmenté le nombre de morts, d'accidents graves, et d'augmenter le nombre de morts sur les routes. D'ailleurs, on l'a vu même pendant le confinement. Donc on a
on a un grand sujet qui, à mon sens, est un sujet qui est double. Premièrement, c'est que je pense que nos messages ne sont pas suffisamment compris, ou en tout cas ne touchent pas les gens qui devraient être touchés. Parce qu'ils ne sont pas forcément complètement adaptés. Et donc moi, j'ai demandé ce matin qu'on puisse travailler. D'ailleurs, ça va me permettre de lancer un appel. Je voudrais travailler avec des sociologues guadeloupéens, et donc avec des universitaires ou des sociologues qui vont m'aider à comprendre, qui vont aider mes équipes et moi-même à comprendre comment on peut s'adresser aux bonnes personnes et comment on doit s'adresser à eux. Quand je dis les bonnes personnes, ce sont les gens qui circulent alors qu'ils ont consommé énormément d'alcool, sont des gens qui circulent sous l'empire de la drogue, sont des gens qui circulent à une vitesse excessive et qui n'entendent pas en fait la raison quand on leur dit de porter un casque quand ils sont à moto, d'éviter de rouler très vite et de doubler dans les virages. Enfin, tous ces comportements en fait, puisque 95% des accidents ont des causes de comportement d'individus et de comportement d'individus qui peut avoir des conséquences sur lui-même. C'est triste, mais il se tue lui-même et surtout des conséquences sur les autres. Quand on provoque un accident et qu'on a des victimes dans la voiture d'en face, ou quand on provoque un accident parce qu'on va renverser un cycliste ou qu'on va renverser un piéton. Donc voilà, moi je veux qu'on travaille sur le sujet qui est un sujet, en communication on dit comment adresser le message à la bonne cible, c'est-à-dire à la personne qui doit entendre ce message et qui doit réagir. Donc ça, je pense nos messages ne sont pas suffisamment adaptés ou suffisamment ciblés sur la population. Alors, est-ce que c'est ce qui devait être fait concernant la vaccination aussi en amont? Peut-être, mais on n'est pas sur le même ressort. Là, je vous parle d'une politique de prévention, c'est-à-dire une politique qui rentre dans le temps très long, avec des arguments qu'il faut trouver pour que les gens, dans leur comportement quotidien, au volant de leur voiture ou au guidon de leur moto, aient un comportement sécurisé. Ce n'est pas la même chose que la vaccination. La vaccination, on est dans une situation d'urgence, avec un virus qui, lui, est venu nous attaquer de façon très violente, de façon très brutale, et sur lequel on n'a pas beaucoup de réponses aujourd'hui, et une des réponses, c'est la vaccination. Vous voyez qu'on n'est pas du tout dans le même temps. Dernier appel. Bonsoir, nous vous écoutons. Allez-y. Allô? Oui, bonsoir madame. Oui, bonsoir. Bonsoir madame Wasset. Bonsoir monsieur le préfet. Bonsoir madame. Oui, j'appelle juste pour féliciter. Oui, je vous appelle juste pour vous féliciter parce que vous avez bien géré la crise. Très bien géré la crise. Je vous félicite monsieur le préfet. Et je vous dis franchement, si j'étais plus près, je vous aurais embrassé. Mais avec le Covid, avec le Covid, c'est pas évident, mais je vous dis bravo, monsieur le préfet. Merci à vous, c'est très gentil. Mais je ne fais pas ça pour être félicité, mais ça fait toujours plaisir, évidemment. Je pense que voilà, on a encore besoin maintenant de travailler ensemble et d'œuvrer ensemble pour que nous sortions vraiment de cette crise. Et puis voilà, vous avez compris que pour moi, on n'a pas beaucoup de solutions, si ce n'est la vaccination et la conviction collective que c'est de cette façon qu'il faut que nous sortions tous ensemble. Merci madame pour cette intervention. Je voulais rajouter. Oui, allez-y. Oui, je voulais rajouter parce que moi, je suis vaccinée. Je suis vaccinée et je vous dis franchement que ma fille et mon gendre a eu la Covid. Allez-y, madame, vous pouvez poursuivre. Oui, qu'ils ont eu la Covid et que moi, personnellement, c'est moi qui étais au chevet de ma fille et de mon gendre. Et moi, je vous dis franchement, heureusement, j'étais vaccinée. Merci de votre témoignage, madame. De rien, allez, bonne soirée à vous. Et merci encore, félicitations, monsieur le préfet. Merci, madame. Bonne soirée à vous. Merci, madame, pour cette intervention, dernière intervention. Malheureusement, il y a encore beaucoup d'appels, mais nous ne pouvons aller au-delà de cette heure d'émission. Donc, monsieur le préfet, quel est votre message?
Déjà aux soignants. Mon message, Votre message aussi aux Guadeloupéens. Mon message, il est pour tous les Guadeloupéennes et toutes les Guadeloupéennes et tous les Guadeloupéens. Je pense que les témoignages qu'on vient d'avoir montrent bien que c'est ensemble qu'il faut que nous sortions de cette crise. On n'a pas évoqué le sujet de la crise économique et sociale qui est là aussi et sur lequel il va falloir que nous rebondissions aussi. Je pense qu'il faut faire une émission pour cela. Mais bien volontiers. Puisque effectivement, il y a beaucoup à dire sur ce volet économique. Mais en revanche, c'est bien ensemble qu'on sortira de cette crise. Et ensemble, c'est-à-dire toutes les parties prenantes et tous les acteurs et toutes les Guadeloupéennes et tous les Guadeloupéens qui décideront de se protéger ensemble, de se protéger tous individuellement et de se protéger ensemble parce que c'est une pandémie et elle attaque tout le monde. Et la Covid-19 est quelque chose d'assez perfide puisque c'est une maladie qui s'attaque à tout le monde mais qui est particulièrement violente et brutale avec les gens qui sont les plus fragiles. Les gens qui souffrent d'autres pathologies, les gens qui sont les plus âgés. Ce sont eux qui sont les premières victimes. Regardez le nombre de décès que nous avons eu au CHU et l'âge moyen de ces gens décédés au CHU. Vous verrez que concrètement, ce sont eux les premières victimes. Et ce seront eux aussi les premières victimes s'ils ne sont pas vaccinés demain. Tout à l'heure, l'ARS m'a donné un chiffre. Il y a 15 000 personnes de plus de 80 ans qui ne sont pas vaccinées en Guadeloupe. Combien ? 15 000 personnes. 15 000 personnes de plus de 80 ans qui ne sont pas vaccinées en Guadeloupe. Concrètement, ce sont des gens qui courent un risque majeur, aujourd'hui encore, parce que le virus est toujours là, ils courent un risque majeur de ne pas être protégés, de ne pas se protéger autrement que par les gestes barrières. Oui. Alors on dit au virus, en tout cas cette évolution, on va parler de variant mu, apparemment qui fait déjà son chemin, que la Guadeloupe sera prête d'ici là. Il n'en tient qu'aux Guadeloupéennes et aux Guadeloupéens de se protéger et de se prémunir. En revanche, il y a des moyens de santé qui sont là, mais enfin, vous voyez bien que être obligé de s'imaginer qu'on va augmenter encore à nouveau le nombre de lits de réanimation, ça veut dire qu'on sera passé à côté de la vraie solution qui est de se protéger avec le vaccin et contre cette maladie. Merci, Monsieur le Préfet. Merci aussi à vous, téléspectateurs. La prochaine fois, nous pourrons peut-être prendre un petit peu plus d'appels. En tout cas, merci pour tous ceux qui ont appelé, tous ceux qui ont posé des questions. Et puis, prochain rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission et qui sera lundi, une émission toujours sur la santé, en tout cas toujours avec le CHU, qui aura à s'exprimer par la voix de son directeur, mais aussi de médecins qui seront sur ce plateau. Donc, prochain rendez-vous lundi. Excellente fin de soirée à tous.